Le monde ne coule pas, il scintille. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons l'impression que la vie est continue. Le temps s'écoule, les jours passent, le corps vieillit, et nous pensons qu'il y a un fil continu, comme un dessin animé. Quelque chose qui dure, quelque chose que nous appelons moi. Mais si nous regardons de plus près, que trouvons-nous? En zazen, une pensée apparaît, puis disparaît, comme un dessin animé, une image apparaît, puis disparaît. Une sensation surgit, puis s'efface. Un son naît, puis s'éteint dans le silence. Et en fait, rien ne reste. Pas de continuité, malgré les apparences. C'est là l'illusion. Nous cousons ensemble des instants séparés, comme si nous fabriquions une continuité à partir de fragments, comme un kessa cousu à partir de morceaux de chiffon, ou comme un film à partir d'images fixes, mais projetées rapidement, comme le dessin animé, donnant l'impression du mouvement. Dans la vision quantique, non plus, le monde ne se déploie pas comme une ligne fluide. Il apparaît par ce qu'on pourrait appeler des sauts, par unité, par événements discrets, séparés les uns des autres, ce qu'on appelle des sauts quantiques. Il n'y a pas de glissement, mais seulement des surgissements. Et le zen ne dit pas autre chose. Chaque instant est complet et unique. Chaque instant est entier. Il n'y a pas de passage entre deux instants. Seulement une apparition. Ici, maintenant, et pas plus que ça. Alors, où est le moi dans tout cela? Le moi dont on pense qu'il est continu, permanent. Si on le cherche dans un instant, on ne le trouve pas. Si on le cherche dans le suivant, il n'est toujours pas là. Et pourtant, on a l'impression d'être quelqu'un qui dure, comme Mickey Mouse dans le dessin animé. On a l'impression qu'il dure alors qu'il est en réalité une succession d'images fixes. Donc on revient à la vieille métaphore. La vieille métaphore, c'est de tracer un cercle avec une torche dans la nuit. En réalité, il n'y a qu'un point lumineux qui bouge, qui tourne. Mais l'œil croit voir un cercle continu. C'est le même principe. Ainsi est le moi. Et comprendre cela n'est pas une idée à saisir, mais une expérience à voir directement. Quand on est en zazen, immobile, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, les pensées ne sont pas un flux, mais des éclats. Le temps n'est plus une ligne continue, mais une succession d'instants sans épaisseur. Une succession de flashs, pourrait-on dire. Et le moi devient introuvable. Alors il n'y a plus besoin de maintenir une continuité, plus besoin de porter une histoire, parfois très lourde. Chaque instant se suffit à lui-même. Le monde ne coule pas, il scintille. Idem lorsque l'on entend la définition de Shunyata pour la première fois.
on entend que les formes sont vides et existantes à la fois. Comment peut-on à la fois être existant et vide? Il est évident que Shunyata ébranle la logique ordinaire, de la même façon que la physique quantique ébranle notre logique ordinaire. Elle ouvre un espace où les oppositions habituelles ne tiennent plus. Elles dérangent, elles troublent. Elles nous font sortir de notre cocon confortable et logique. Elles nous plongent dans l'insécurité. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut être féconde en même temps. Car notre esprit fonctionne par distinction. Exister ou ne pas exister. Apparaître ou disparaître. Être quelque chose ou ne rien être. Mais pas être comme une forme, par exemple, en même temps que vide. Ça défie la logique. Le zen, depuis toujours, ne cherche pas à raffiner ce jeu d'opposition, être et ne pas être à la fois, ou ni grand ni petit, mais à en montrer les limites. Il ne remplace pas une dualité par une autre plus subtile. Il ne propose pas une nouvelle vision du monde à adopter. Il ne dit pas en vérité vous êtes à la fois ceci et cela. Il montre plutôt qu'aucune position ne peut être tenue de manière définitive. On aimerait bien être dans une position définitive, ça nous rassurerait. Mais ce n'est pas la réalité. Dire être et ne pas être n'est pas une description de ce qui est, c'est un moyen de déstabiliser celui qui cherche à comprendre, de lui faire voir que l'effort même de saisir cette phrase comme une idée le maintient dans une forme de séparation. Le zen ne nous demande pas d'adhérer à un paradoxe, il nous invite à regarder directement où est celui qui pourrait être ou ne pas être. Dans notre époque, certains tentent de relier cette intuition à la physique quantique. Ils entendent dire que dans le monde microscopique, les phénomènes semblent dépendre de l'observation, de l'observateur. Et ils en déduisent que la conscience serait à l'origine de la réalité. C'est une interprétation, elle est séduisante, elle donne encore une fois le sentiment que l'individu joue un rôle central, presque créateur, mais si on regarde de plus près, on voit qu'elle renforce subtilement ce que le zen remet en question, c'est-à-dire l'idée d'un observateur séparé, installé au cœur de l'expérience. Dans la pratique, il ne s'agit pas d'élargir ce moi, de le rendre cosmique ou universel. Il ne s'agit pas de lui attribuer un pouvoir plus grand. Il s'agit de l'examiner. Il s'agit de le chercher honnêtement. Et lorsque cette recherche est menée sans compromis, on découvre qu'il n'y a rien de solide à trouver. Ce que l'on appelait moi apparaît alors comme une construction, une habitude de penser, une désignation commode, mais insaisissable. Ce n'est pas que le monde dépend de l'observateur, c'est que cet observateur
pris comme une entité autonome, ne peut être localisé nulle part. D'où la vieille question, si un arbre tombe dans une forêt, sans qu'aucune oreille ne l'entende, est-ce qu'il y a un bruit? Si un arbre tombe dans la forêt sans qu'aucune oreille ne l'entende, est-ce qu'il y a un bruit? Cette interrogation paraît profonde, presque scientifique dans sa forme. Elle invite à réfléchir sur la relation entre phénomène et perception. Mais dans l'esprit du zen, la réponse ne consiste pas à trancher entre oui et non. Un maître pourrait simplement demander « Qui s'interroge ainsi ?» Ou encore, avant même que le son n'apparaisse, « Où êtes-vous » Où sommes-nous? Le but n'est pas de résoudre une énigme concernant le monde extérieur. Le but, c'est de retourner l'attention vers celui qui pose la question. Tant que l'on reste tourné vers les objets, vers les sons, les formes, les idées, on manque le point essentiel. Lorsque l'on revient à la source de la question, lorsque l'on regarde sans s'appuyer sur des concepts, on ne trouve rien de fixe. Il y a audition, il y a perception, il y a mouvement, mais pas de propriétaire identifiable. Et alors la question initiale la question initiale perd d'elle-même sa pertinence, comme une feuille qui tombe une fois que le vent s'est calmé. On pourrait dire que la science s'intéresse aux phénomènes et à leurs relations, tandis que le zen s'intéresse à celui qui se croit séparé des phénomènes. La science développe des instruments puissants, élabore des modèles, des hypothèses, affine ses descriptions. Ça a une valeur immense dans son domaine propre, mais le zen ne cherche pas à compléter ses descriptions ni à les corriger. Il se place ailleurs, dans une autre dimension, ici même, avant toute interprétation. Avant toute interprétation. Lorsque l'on est assis en zazen et qu'un son se fait entendre, le souffle du vent, le passage d'un véhicule dans la rue, le rythme de notre propre respiration, il est possible de regarder directement où se trouve celui qui entend. Est-il dans la tête, dans le corps, quelque part derrière les yeux? Est-il distinct du son qui apparaît ou qui est entendu? Ou bien le son et l'écoute surgissent-ils ensemble, comme un seul événement sans séparation? Si l'on ne répond pas par des idées, mais par une attention dépouillée, quelque chose devient évident qui ne passe pas par le langage. Non pas une conclusion, mais une clarté, une simple clarté. Il n'y a pas deux entités en présence. C'est pour cette raison que les maîtres évoquent la non-dualité, tout en refusant d'en faire une doctrine. Ils ne disent pas tout est un, comme on énonce une vérité à croire, comme un dogme. Ils montrent plutôt que la division elle-même est une construction mentale. Et lorsque cette construction est vue pour ce qu'elle est, elle perd sa rigidité.
Cela ne signifie pas que le monde s'efface ou que les distinctions disparaissent dans la vie quotidienne, par exemple. Les différences continuent d'opérer. On marche, on parle, on échange avec son voisin, on reconnaît le chaud et le froid, le proche et le lointain, etc. Mais intérieurement, la tension d'un moi opposé au monde s'allège, s'efface. Alors l'expression être et ne pas être cesse d'être un paradoxe à résoudre. Elle devient une manière imparfaite de désigner une réalité qui échappe aux catégories. Être est une catégorie. Les phénomènes apparaissent, se déploient librement. Ne pas être est une autre catégorie. Aucun centre fixe ne peut être trouvé au cœur de cette apparition. Donc les mots restent inadéquats. Ils peuvent seulement indiquer une direction. Par contre, il demeure le danger subtil qui serait de se servir de ces formulations pour éviter la vision directe. C'est généralement ce qui se passe. Dire par exemple tout est illusion, tout dépend de l'observation, ou je suis à la fois être et non-être peut devenir une manière de se protéger, de s'abriter derrière des mots, derrière des concepts. Ce sont alors des refuges, parfois plus raffinés que les croyances ordinaires, donc plus dangereuses, mais des refuges malgré tout. Le zen, lui, ne propose aucun abri. Il n'en a pas besoin parce qu'il est sur une autre approche. Il ne donne rien à quoi s'accrocher. Rien qui puisse garantir une position stable. Il invite plutôt à laisser tomber encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à abandonner. Et dans ce dépouillement, ce qui est déjà là se révèle dans sa simplicité, sans mystère, sans rien cacher, juste insaisissable comme l'air que l'on respire. On ne va pas chercher quelque chose, mais on va retrouver ce qui est déjà là. Et à cet instant, la question de savoir si le monde dépend d'un observateur, cette question n'a plus de sens. Il n'y a ni dépendance ni indépendance. Il n'y a ni dépendance ni indépendance. Il y a simplement ce qui est, sans frontières, sans séparation, sans centre.